Veuillez citer l'affaire inscrite au rôle. Le greffier d'urgence. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0366A, le procureur contre Fatmir Limaye et consort. Le président, je vous remercie. Monsieur le greffier, Monsieur Bala, êtes-vous en mesure d'entendre clairement l'interprétation qui vous est fournie? Réponse oui, je vous entends, je vous comprends. Le président, merci, Monsieur Bala. Je peux demander aux parties de se présenter, à commencer par les avocats défendant Monsieur Limaye. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur Karim Khan, en l'absence du principal conseil, Maître Mansfield, nous représentons Monsieur Limaye. Le Président, oui, les avocats de Monsieur Bala. Réponse de Maître Guy Smith. Bonjour, Maître Guy Smith. Je défends les intérêts de Monsieur Bala avec l'aide de Karen Basworth, Ben Williamson et Gunty Siberian. Le président, merci. Et pour ce qui est de Monsieur Mousliou? Réponse, bonjour, Madame et Messieurs les juges, Stephen Pauls. Je représente Monsieur Mousliou, le principal conseil de la défense me demande de présenter ses excuses car il est dans la capacité d'être présent à l'audience. Le président, fort bien. Quant à l'accusation, Madame Brady, je représente le bureau du procureur avec Sheila McCall, Christina Carey, Stephen Wirth et Monsieur Vairoydon qui est notre commis à l'audience. Le président, ainsi que l'a annoncé le greffier, c'est à l'affaire le procureur contre Fatmir Limaye, Haradine Bala et Isaac Mousliou qu'est consacrée la présente audience. Comme il est indiqué dans l'ordonnance du 18 septembre 2007, fixant une nouvelle date pour le prononcé de l'arrêt, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt en l'espèce. Conformément à l'usage, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt à l'exception de son dispositif. Je résumerai, ceci étant, les questions soulevées dans le cadre de l'appel ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. La présente affaire concerne des faits qui se sont produits dans un camp de détention situé dans le village de Valapouchnik, ainsi que dans les monts Berisha voisins, entre mai et juillet 1998. Les trois accusés devaient répondre de crimes commis pendant cette période contre des civils serbes et des civils albanais du Kosovo, soupçonnés de collaborer avec des Serbes. Dans l'acte d'accusation, il était allégué que ces civils étaient détenus dans le camp de la Pouchnik où ils étaient soumis à des conditions inhumaines et régulièrement molestés, battus et torturés. Certains détenus auraient été tués pendant leur détention et d'autres exécutés, non loin de là, dans les monts Berisha, le 26 juillet 1998 ou vers cette date. Le 30 novembre 2005, la Chambre de première instance a déclaré Haradine Bala coupable de torture, de traitement cruel et de meurtre, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut. Il a été condamné à une peine unique de 13 ans d'emprisonnement. Fatmir Limaye et Isaac Mousliou ont été tous deux acquittés des chefs d'accusation retenus contre eux. Haradine Bala et l'accusation ont fait appel du jugement le 30 décembre 2005. Les parties ont présenté leurs exposés lors du procès en appel qui a eu lieu les 5 et 6 juin 2007. Je vais à présent passer en revue les moyens d'appel, à commencer par ceux soulevés par M. Bala, qui sont au nombre de 5, l'appelant ayant retiré
précédemment 4 moyens d'appel. J'aborderai ensuite les moyens d'appel soulevés par l'accusation concernant tous les accusés, à commencer par Aradine Bala, puis ce sera Fatmir Limaye et Musliu. L'accusation a soulevé un moyen d'appel commun aux 3 accusés à propos de l'existence d'une entreprise criminelle commune systématique qui sera abordée dans le cadre de son appel concernant M. Bala. Et je donnerai pour finir lecture du dispositif de l'arrêt. Je vais à présent aborder les moyens d'appel soulevés par Aradine Bala. Dans son premier moyen d'appel, il soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il était bien le gardien Chala et donc l'auteur des crimes dont il a été déclaré coupable. La Chambre de première instance n'aurait pas, selon l'appelant, appliqué le principe in dubio pro reo, l'aurait mal appliqué lorsqu'elle n'a pas accordé de poids au fait que 3 témoins oculaires n'auraient pas été en mesure de l'identifier à partir des photos qui leur avaient été présentées. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a apprécié comme il convient tous les moyens de preuve, y compris les déclarations des 3 témoins oculaires qui n'ont pas pu identifier Aradine Bala avant de conclure au-delà de tout raisonnable que celui-ci et le gardien appelé Chala étaient bien une seule et même personne. Conséquence, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas mal appliqué le principe in dubio pro reo. Aradine Bala avance en outre que la Chambre de première instance a renversé la charge de la preuve en n'attachant aucune importance au fait que des témoins ne l'avaient pas reconnu. La Chambre d'appel juge au contraire que la Chambre de première instance n'a pas renversé la charge de la preuve puisqu'elle était convaincue que les autres éléments de preuve pris ensemble permettaient de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'Aradine Bala était bien le gardien Chala. Enfin, Aradine Bala soutient que la Chambre de première instance s'est fondée à tort sur les propos des témoins qui l'ont identifié à l'audience comme étant le gardien Chala. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a bien commis une erreur de droit lorsqu'elle a accordé un poids, fut-il limité, aux identifications opérées dans le prétoire. La Chambre d'appel juge néanmoins que cette erreur n'invalide pas la décision de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que l'identification faite par Ivan Bagrach était particulièrement convaincante. En conséquence, après avoir jugé que la Chambre de première instance a eu raison d'accorder un poids important au témoignage d'Ivan Bagrach et seulement un poids limité aux identifications faites dans le prétoire, la Chambre d'appel se refuse à dire que la Chambre de première instance serait parvenue à une conclusion différente si elle n'avait pas pris en considération les identifications faites dans le prétoire. Par ces motifs, le premier moyen d'appel soulevé par Aradine Bala est rejeté. Dans son deuxième moyen d'appel, Aradine Bala soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en concluant qu'il avait participé le 25 ou le 26 juillet 90 aux 9 meurtres commis dans les monts Berisha, car il était incapable d'emmener les prisonniers à pied dans ces monts. À titre subsidiaire, Aradine Bala fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve et en exigeant de lui qu'il établisse qu'il était physiquement incapable de prendre part aux 9 meurtres. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que Aradine Bala était physiquement capable d'accompagner les prisonniers à pied dans les monts Berisha, car la preuve avait été faite déjà que son état de santé ne l'avait pas, par le passé, empêché de participer à certaines activités en tant que membre de l'Uchika. Quant à l'argument présenté à titre subsidiaire par Aradine Bala, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance ait renversé la charge de la preuve et exigé de lui qu'il établisse qu'il était physiquement incapable de prendre part aux 9 meurtres. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance était à juste titre convaincue que l'accusation avait rempli ses obligations en établissant au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant était physiquement capable de participer à ces crimes.
Pour les mêmes motifs, la Chambre d'appel rejette l'argument présenté par Aran Bala dans le cadre de son quatrième moyen d'appel, sur lequel la Chambre de première instance a renversé la charge de la preuve concernant son incapacité physique à prendre part au traitement cruel dont a été victime le témoin L12. S'agissant de la question de savoir s'il a participé personnellement au meurtre, la Chambre d'appel juge que la Chambre de première instance a soigneusement apprécier les éléments de preuve avant de conclure qu'il était présent aux exécutions et qu'il y a directement participé. Même si l'expertise balistique ne permettait pas de dire précisément si un troisième membre de l'UCHECA avait participé au meurtre, aucun élément de preuve ne donne à penser que Aradine Bala ait quitté les lieux de l'exécution avant les meurtres. Et le fait que la Chambre de première instance n'a pas abordé cette question ne constitue pas une erreur de fait. En outre, la Chambre d'appel observe que des éléments de preuve montrent que Chala a été vu avec une arme automatique, le même type d'arme utilisée d'après l'expertise balistique pour les exécutions. Par ces motifs, les deuxième et quatrième motifs d'appel soulevés par Aradine Bala sont rejetés. Dans son sixième moyen d'appel, Aradine Bala soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en rejetant l'alibi qu'il avait invoqué pour se défendre. Il fait valoir qu'elle a eu tort de renverser la charge de la preuve en exigeant qu'il établisse que son alibi était solide et crédible au lieu de prouver seulement la possibilité raisonnable que l'alibi se vérifie. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance s'est assurée comme il convient que l'accusation avait écarté la possibilité raisonnable que l'alibi se vérifie. Et elle n'a donc commis aucune erreur de droit dans l'appréciation de l'alibi invoqué par Aradine Bala. Quant aux allégations selon lesquelles la Chambre de première instance aurait aussi commis des erreurs de fait dans l'appréciation de cet alibi, la Chambre d'appel estime qu'elles sont sans fondement. Aradine Bala avance aussi que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en retenant contre lui la décision qu'il a prise de ne pas témoigner sous serment. La Chambre d'appel fait cependant remarquer que la Chambre de première instance a expressément dit que la décision de ne pas témoigner sous serment ne pourrait pas être retenue contre Aradine Bala et ce dernier n'a pas démontré que ceci aurait été le cas. Enfin, Aradine Bala fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne motivant pas sa décision de rejeter l'alibi qu'il avait invoqué. La Chambre d'appel, toutefois, relève que la Chambre de première instance a consacré 9 pages du jugement à l'analyse de l'alibi de Aradine Bala et elle estime qu'elle a suffisamment motivé sa décision de rejeter cet alibi. Le sixième moyen d'appel soulevé par Aradine Bala est rejeté. Dans son huitième moyen d'appel, Aradine Bala soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en concluant que les témoins L4 et L6 étaient crédibles en dépit des divergences flagrantes entre les déclarations qu'ils ont faites à l'accusation après leur déposition et celles qu'ils avaient précédemment faites aux autorités serbes. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance a jugé que les témoins étaient sincères et crédibles, après avoir soigneusement examiné leurs propos et plusieurs éléments se rapportant à leur crédibilité. La Chambre d'appel estime que dès lors que plusieurs autres témoins ont confirmé pour une large part les déclarations des deux témoins en cause, un juge du fait aurait pu raisonnablement juger ceux-ci crédibles, même s'ils se sont tous deux trompés à l'audience sur la durée de leur audition par les autorités serbes. Le huitième moyen d'appel soulevé par Aradine Bala est rejeté. Je vais passer en revue les moyens d'appel soulevés par l'accusation. Dans son premier moyen d'appel concernant Aradine Bala,
L'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas que ce dernier avait participé à une entreprise criminelle commune et qu'il était donc individuellement responsable des crimes commis dans le cadre du système de mauvais traitement institué au camp de la Pouchny et des crimes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'ils seraient une conséquence possible de ce système. L'accusation fait valoir qu'une entreprise criminelle commune systématique ou systémique, ce que j'interprète, existait bel et bien à l'époque des faits. D'abord, le camp de détention est administré par l'Ucheka. Deuxièmement, les conditions qui régnaient étaient assimilables à un système de mauvais traitement. Et troisièmement, les soldats de l'Ucheka présents dans le camp entendaient contribuer à ce système. L'accusation soutient en particulier que le fait d'identifier les membres d'une entreprise criminelle commune autrement qu'en les qualifiant comme tels n'est pas un élément requis pour établir la responsabilité découlant de la participation à cette entreprise. La Chambre d'appel ne considère pas que la Chambre de première instance a adopté à tort une interprétation étroite s'agissant de l'identification des participants à une entreprise criminelle commune. Elle n'était de toute évidence pas convaincue que les éléments de preuve présentés par l'accusation concernant l'identité des participants présumés à l'entreprise criminelle commune suffisaient pour conclure à une pluralité de personnes agissant dans un but commun. À titre subsidiaire, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait lorsqu'elle n'a pas, au vu des éléments de preuve présentés, tiré la seule déduction raisonnable possible, à savoir que les membres de l'entreprise criminelle commune systémique étaient suffisamment identifiés par leur appartenance à la catégorie des soldats de l'Ucheka présents dans le camp de la Pouchny, dont les trois accusés. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur de fait en jugeant que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour établir l'existence d'une pluralité de personnes ayant agi dans un but commun, celui d'infliger des traitements cruels aux détenus du camp de la Pouchny. Si la Chambre de première instance a constaté que les soldats de l'Ucheka avaient systématiquement maltraité et torturé les détenus dans ce camp, elle n'était pas convaincue que ces soldats avaient participé à une entreprise criminelle commune systémique visant à commettre ces crimes. La Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur sur ce point, car elle a estimé à juste titre qu'on ne pouvait exclure la possibilité que les civils détenus aient été maltraités ou tués par des éléments incontrôlés de l'Ucheka ou des personnes extérieures au camp agissant pour des raisons personnelles, sans qu'il y ait un but commun. L'accusation avance également que tout membre de l'entreprise criminelle commune systémique qui a pris part à un crime commis par une personne extérieure au camp doit être considéré comme ayant commis le crime de concert avec cette personne dans le cadre d'une entreprise criminelle commune élémentaire. La Chambre d'appel estime toutefois que Aradine Bala n'a pas été suffisamment informé qu'il était, à titre subsidiaire, mis en cause pour participation à une entreprise criminelle commune élémentaire. En conséquence, la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond cet argument. L'accusation soutient également, à titre subsidiaire, que Aradine Bala devait être tenu pénalement responsable en tant que complice des crimes commis par des personnes extérieures au camp. La Chambre n'est pas convaincue cependant que la seule déduction responsable que l'on puisse tirer des éléments de preuve est que, outre les déclarations de culpabilité prononcées en première instance à son encontre pour complicité, Aradine Bala est également responsable pénalement pour s'être rendu complice d'autres traitements cruels et torture. Un juge du fait était fondé à conclure que les éléments de preuve n'établissent pas, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en tant que complice, Aradine Bala avait, en connaissance de cause, largement facilité chacun des actes de traitement cruel ou de torture commis dans le camp. Par ces motifs, le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation est rejeté. Dans son deuxième moyen d'appel soulevé à titre subsidiaire, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle a en matière de peine en condamnant Bala à 13 ans d'emprisonnement.
Elle affirme, premièrement, que la peine infligée à Bala ne reflète pas la gravité des crimes qu'il a commis. Deuxièmement, que la Chambre de première instance n'a pas apprécié comme il convient les circonstances atténuantes et aggravantes. Et troisièmement, que cette peine est manifestement insuffisante en comparaison de celle infligée à d'autres accusés. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur lorsqu'elle a comparé les crimes dont Aradine Bala a été déclaré coupable et ceux commis par d'autres membres de l'UÇK pour en apprécier la gravité. En outre, en se contentant de dire que la Chambre de première instance n'a pas accordé suffisamment de poids au rôle de Aradine Bala en tant qu'auteur ou que complice des crimes, l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait outrepassé son pouvoir discrétionnaire en matière de peine et commis une erreur. À propos des arguments avancés par l'accusation concernant le poids accordé par la Chambre de première instance à l'obéissance de l'accusé aux ordres de supérieurs et à l'absence de sadisme chez lui, la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance n'a pas retenu ces éléments comme circonstances atténuantes, mais qu'elle en a tenu compte pour apprécier la gravité des crimes. L'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste sur ce point. À propos de l'argument avancé par l'accusation, selon lequel la Chambre de première instance a manifestement condamné Aradine Bala à une peine insuffisante vu les condamnations prononcées dans des affaires similaires, la Chambre d'appel estime que l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste. L'accusation affirme enfin que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne retenant pas la vulnérabilité des victimes comme circonstance aggravante et en prenant en compte 2 fois comme circonstance atténuante le fait que Aradine Bala était un subordonné. La Chambre d'appel signale que la Chambre de première instance a tenu compte de l'impuissance des victimes pour apprécier la gravité des crimes et qu'elle n'a donc commis aucune erreur sur ce point. Elle estime toutefois que la Chambre de première instance a eu tort de prendre 2 fois en compte comme circonstance atténuante le rôle de subordonné de l'accusé. Toutefois, il ne s'agit que d'une erreur mineure qui ne porte pas à conséquence. La Chambre d'appel estime que même si la Chambre de première instance n'avait pas commis cette erreur, ceci n'aurait rien changé à la peine. Le deuxième moyen d'appel soulevé par l'accusation concernant Aradine Bala est rejeté.